Maître Rose-Flore Pardo, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes donc avocate, membre du collectif AV7, avocate des victimes du 7 octobre et vous serez tout à l'heure à l'hommage que la France va rendre aux invalides, aux 55 victimes françaises des attaques du 7 octobre. 55 victimes, dont 42 Français qui ont été tués. C'est le deuxième bilan le plus lourd pour la France après l'attentat de Nice en juillet 2016. Nous sommes aujourd'hui 4 mois jour pour jour après les attaques du 7 octobre menées par le Hamas dans le sud d'Israël. 4 mois, c'est trop long pour cet hommage ? Non, écoutez, on est ravis que cet hommage arrive. C'est un moment très important, très attendu, qui doit venir rappeler les noms, les visages de ces 42 Français qui ont trouvé la mort dans les attaques terroristes absolument barbares commises par le Hamas en Israël le 7 octobre. Il faut quand même rappeler aussi que ces 42 Français, ils ont été tués parce qu'ils étaient juifs et qu'ils se trouvaient en Israël. Et ça, je crois que c'est important. C'est important aussi de dire que la France est le premier État, le premier pays à organiser un tel hommage national. Alors, c'est accueilli avec une forme peut-être parfois de soulagement par les familles des victimes, d'être entendues, d'être reconnues en leur qualité de famille de victimes du terrorisme. Et je tiens aussi à rappeler, et vous l'avez dit à l'instant, qu'il n'y avait pas eu autant de morts français dans le cadre d'une attaque terroriste depuis l'attentat de Nice en 2016. L'absence d'Emmanuel Macron à la marche contre l'antisémitisme au mois de novembre dernier avait été critiquée par certains. Elle avait fait débat, en tout cas ici en France. On l'a dit, il a placé la cérémonie d'aujourd'hui sous le signe de la lutte contre l'antisémitisme. Qu'attendez-vous des mots du président ? On attend qu'il soit évidemment en soutien, on attend qu'il fasse entrer dans notre mémoire collective ces 42 Français qui ont trouvé la mort en Israël. Ils ne sont pas moins Français qu'un autre, vous savez, donc c'est quand même important de leur rendre cet hommage. C'est important aussi cette ligne qui est placée sous le combat, sur la lutte contre l'antisémitisme. C'est vraiment un combat qui doit nous unir. On a vu ce qu'il s'est passé. C'est quand même quelque chose d'absolument insupportable et incompréhensible qu'à chaque fois que des Juifs soient attaqués, soient tués, soient massacrés parce qu'ils sont juifs, eh bien l'antisémitisme augmente. On l'avait vu après les attentats d'Otzara Torah en France, on l'a revu aujourd'hui avec une augmentation en 2023 des actes antisémites par 4, multipliés par 4 ici en France. C'est dire l'inquiétude et la peine de la communauté juive française. Et je crois que c'est aussi un des enjeux majeurs de cet hommage aujourd'hui. Vous avez eu à l'instant ces mots, ils ne sont pas moins français que les autres. C'est des mots qu'il faut rappeler encore aujourd'hui ? Je crois qu'il faut le rappeler, parce que pour beaucoup, j'ai le sentiment que on a l'impression que le 7 octobre, ça ne concernait pas vraiment la France. Mais quand on a 42 de nos compatriotes qui trouvent la mort, et quand on a 42 de nos compatriotes qui sont tués parce qu'ils sont juifs, je crois qu'il faut vraiment, ici, en France, se sentir très concerné. Il y a 42 Français ou binationaux qui ont été tués. Il y aura 55 visages dans la cour des Invalides, on le disait tout à l'heure. C'est 42 Français. C'est 6 Français qui ont été blessés, 4 qui ont été pris en otage puis libérés et 3 dont on est sans nouvelles. On va revenir sur ces 3 personnes dans un instant. Vous accompagnez plusieurs des familles de ces victimes françaises du 7 octobre. Qu'est-ce qu'elles vous disent ces derniers jours, ces familles ? Écoutez, c'est une inquiétude immense, en tout cas d'abord pour les familles des otages, parce qu'on n'a pas vraiment de nouvelles. Je rappelle qu'il y a encore 132 personnes qui sont aux mains du Hamas, 132 personnes. Parmi ces 132 personnes, il y a encore des femmes, il y a encore des enfants et il y a 3 Français, Ofer, Ohad et Orion. Et on n'a que très peu d'informations, voire pas du tout en réalité, sur comment vont-ils. Sont-ils en bonne santé? Sont-ils vivants? On ne le sait pas. On ne le sait pas. Et hier, il y a eu encore une information absolument terrible qui a été révélée par vos confrères du New York Times qui nous dirait qu'apparemment 32 des 132 otages seraient en réalité décédés. Donc vous imaginez ce que c'est pour les familles. C'était un cauchemar absolu. Ofer Calderon, je crois que vous accompagnez plus particulièrement sa famille. C'est le père de 2 otages de jeunes garçons qui, eux, ont été libérés. On peut peut-être en dire quelques mots. Oui, tout à fait. Le collectif AV7 donc, soutient cette famille ici dans les démarches qu'on peut entreprendre en France. Ofer Calderon. Et avant, il y avait évidemment ces 2 enfants qui étaient aussi otages. Et je tiens aussi quand même à rappeler aussi, il faut aussi avoir ce regard-là quand on voit l'hommage de cet après-midi. Ces familles
françaises, ces familles franco-israéliennes, elles se sont immédiatement tournées vers la France après le drame qu'elles ont vécu le 7 octobre. Elles ont tout de suite voulu initier des actions judiciaires en France. Et c'est ce que fait ce collectif AV7 dont je fais partie. Et ça a son importance. C'est dire qu'elles attendent que la justice française et aussi au-delà, la société française, c'est l'hommage aujourd'hui, leur apporte un soutien, les considère en leur qualité de victimes du terrorisme. À propos de justice, vous êtes très engagé aussi, je crois, dans votre travail par ailleurs sur les violences sexistes et sexuelles. Le 7 octobre dernier a été l'endroit de crimes atroces, présumés, perpétrés par les hommes du Hamas. Cette dimension-là a été assez sous-estimée dans les premières semaines après que ces attaques ont eu lieu. Pourquoi ? Et est-ce que vous trouvez que depuis, la mesure de ce qui s'est passé a été prise ? Oui, j'ai trouvé ça absolument dingue, qu'on cherche absolument à minimiser les attaques qui auraient été perpétrées contre des femmes le 7 octobre, parce qu'il y en a eu. Et en réalité, on a vu tout de suite des images. On a vu l'image de Nama Levy qui avait son jogging ensanglanté au niveau de l'entrejambe. On a vu le corps de Shani Louk à moitié nu à l'arrière d'un pick-up avec des hommes qui lui marchaient dessus. Vous voyez, on a tout de suite vu qu'en réalité, les femmes, le 7 octobre, elles ont été parfois spécifiquement prises pour cible. Et derrière, on a en plus eu les comptes rendus d'enquête de ceux qui ont mené les investigations en Israël, qui nous disent que des corps de femmes nues sont découverts, qu'il y a des mutilations au niveau de leur partie intime. On nous dit aussi que derrière, il y en a certaines qui ont été violées au point que leur pelvis s'est brisé. C'est dire la violence de ce qu'il s'est passé. Et je crois qu'il faut maintenant en prendre l'ampleur. Une enquête très intéressante de vos confrères du New York Times mettait en lumière que ce n'était pas du tout des actes qui étaient, si vous voulez, spécifiques à une zone de l'attaque. Non, ils ont été retrouvés, ces mêmes schémas, ces mêmes attaques de femmes sur divers points d'attaque du Hamas. C'est important de le dire. Je crois que c'est aussi important de rappeler la difficulté que c'est d'enquêter sur ce type de fait, la difficulté pour la parole de se libérer, le sentiment de honte qui persiste pour les victimes et qui empêche parfois, trop souvent, de parler. Et c'est aussi pour ça que je veux saluer ce qu'a annoncé hier notre ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, qui nous a annoncé aider avec 200 000 € les organismes d'aide aux victimes de viol du 7 octobre en Israël. C'est important. Il faudra que cette dimension-là ait sa place aussi dans la narration du 7 octobre, que ces femmes ont été violées et ou tuées malheureusement parce qu'elles étaient femmes, parce qu'elles étaient juives, parce qu'elles étaient les deux à la fois. Bien sûr, parce qu'elles étaient femmes, parce qu'elles étaient juives, ces femmes ont été prises pour cible. Ces femmes ont fait l'objet de violences sexuelles et je crois qu'attaquer des femmes et commettre à leur égard des violences sexuelles, ce n'est jamais anodin. Alors il faut le rappeler. Et je veux aussi dire que ça m'avait étonné quand même ce discours d'un certain nombre d'associations féministes qui, alors que dans d'autres cas, elles disent sans hésiter, il faut croire la victime, et bien là, parfois, on entendait plutôt quelles sont les preuves. Alors que les preuves, nous en avons plus que dans un grand nombre de dossiers. J'ai l'habitude de ce type de dossiers de violences sexuelles parce qu'on a toutes ces vidéos qui montrent à quel point les femmes ont été maltraitées, traînées à l'arrière de pick-up avec du sang entre leurs jambes. Enfin, faut dire ce que c'est absolument abject. Certaines des familles des victimes ont demandé au président français d'interdire la présence de certains élus de la France insoumise à la cérémonie de tout à l'heure. L'Élysée s'en est tenu à la règle protocolaire et invité ceux qui devaient l'être, et invité tous ceux, je cite, qui devaient l'être, tout en précisant laisser à ces députés en question le soin d'apprécier, je cite, l'opportunité de leur présence. Vous serez tout à l'heure à la cérémonie aux Invalides. Est-ce que la présence de certains députés d'extrême gauche français serait indécente ? Bien sûr qu'elle est indécente. Il y a 5 familles qui ont écrit au président de la République en exprimant leur souhait, en demandant à ce qu'il ne soit pas là. Mais il y a évidemment ce protocole. Mais à partir du moment où une seule famille qui est endeuillée, qui pleure un mort, qui pleure un fils, un père, une femme, une fille, demande à ce que vous ne soyez pas là, peu importe que vous soyez invité ou non. La décence, c'est d'écouter ceux qui sont en souffrance et de ne pas venir. Le député France Insoumise François Ruffin a eu ces mots-là hier chez nos confrères de France Inter. Des gens qui pleurent leurs enfants ont le droit de demander ce qu'ils veulent. Exactement, et je salue la position de François Ruffin, tout à fait. Certains des députés France Insoumise et avec eux peut-être des Français souhaiteraient qu'on puisse aussi rendre hommage ensemble aux Franco-Palestiniens qui ont été tués sous les bombardements israéliens dans la bande de Gaza. À ce jour, officiellement, selon le ministère des Affaires étrangères, il y a au moins 2 enfants français qui ont été tués à Gaza. Est-ce que c'est entendable ? Je crois qu'il ne faut pas
tout mélanger. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une journée d'hommage pour ces victimes-là et ça n'enlève rien à d'autres victimes et ça n'enlève rien à la compassion que j'ai et que d'autres ont et qu'on a tous en réalité pour les victimes civiles à Gaza. Ça n'enlève rien. Mais aujourd'hui, on parle d'une attaque terroriste absolument abjecte, comme on en a que peu connu, où des juifs ont été tués chez eux, massacrés de sang-froid, torturés, brûlés vifs. C'est de ça dont on parle, c'est à ces personnes qu'on rend hommage aujourd'hui. Et je crois qu'on n'a pas besoin aujourd'hui de parler d'un autre futur hommage qui aura peut-être lieu. Et aujourd'hui, je crois que ce qu'on doit à ces familles, c'est vraiment de se concentrer sur ces noms, sur ces visages. Des visages qui seront donc tout à l'heure à partir de 11h heure de Paris dans la cour des Invalides. Cérémonie que vous pourrez suivre bien sûr en direct sur France 24, présidée par Emmanuel Macron et où vous serez avec votre collectif d'avocats. Rachel Fleur-Pardo, merci beaucoup d'être venue ce matin sur le plateau de Paris Direct.